Écoutez, on a dépassé les 40, il y avait un peu plus de 120 inscrits. Écoutez, permettez-moi de vous saluer et tout seigneur, tout honneur, hein, comme vous êtes à l'heure, on va commencer. Je sais que ça fera venir encore du monde. Écoutez, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Bernard Quignot, professeur Bernard Quignot, alors, qui va partager évidemment toujours notre proposition de valeur en développemental numérique, hein, c'est de partager les meilleures pratiques justement en réunissant les meilleurs experts, triés sur le volet, en général de renommée internationale, hein, sur les 4 continents, Amérique du Nord, Europe, Afrique, Asie-Pacifique, pour justement nous présenter un point de vue souvent original, mais expert, hein, d'un sujet. Donc la formule, vous la connaissez maintenant, c'est 30 minutes d'intervention, puis 10 à 15 minutes de questions-réponses pour respecter à peu près les horaires et terminer vers 2h moins le quart, 2h moins 10. Donc les webinaires aujourd'hui connaissent un vrai succès avec aussi beaucoup de rediffusions, hein. Vous aurez cette visio, cette capsule à disposition. Vous aurez aussi un white paper qui est, merci Sarah d'ailleurs, édité dans les 24 heures avec une partie du contenu des slides, des discussions et des échanges. Et puis vous aurez aussi accès à une enquête de satisfaction dans la foulée. Alors, Bernard, sans plus tarder, je te propose de te laisser la parole. Donc, je connais Bernard depuis effectivement quelques années, diplômé de la, on peut le dire, de la première et de la plus grande école d'informatique française. Je dis d'autant Mhm. plus que c'est pas celle que j'ai faite, c'est l'ENSIMAG, mais la plus ancienne, hein, de mémoire. Mhm. Docteur aussi en sciences de gestion, professeur plus qu'émérite aujourd'hui, notamment à Nanterre, et un des grands spécialistes, hein, du management des systèmes d'information, avec de nombreuses publications aussi à l'actif et une connaissance, moi, qui m'impressionne. Donc, Bernard, le mieux, c'est que je te laisse la parole. D'accord, merci. Écoutez, je vais tout de suite partager mon écran. Euh, voilà, donc si normalement vous devez voir l'écran premier, donc je vais vous parler d'usage des IA génératives et de leur lien avec les compétences. Donc merci Christophe, merci Akadis pour cette opportunité de vous faire une présentation donc très courte et que j'ai essayé de synthétiser pour essayer de poser le problème de l'IA et des compétences humaines, de l'impact de l'IA sur les compétences humaines. Alors, on rentre. Bernard, ton micro s'est coupé brutalement. Il y a juste une coupure de ton micro. Et je le vois justement couper le micro. Voilà, là, c'est bon. C'est parfait, merci. Il est reparti. Alors là, il faut que je sois bien sur mon diaporama. Voilà. Donc, on démarre avec deux petits préalables. Qui me semble indispensable pour parler de ce sujet un peu compliqué. Premier préalable, alors là je fais référence à Jacques Ellul, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur les outils et qui a dit une phrase très forte, hein. Il est très naïf de penser que ce n'est pas la technique qui est mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait. C'est aussi ce que l'on résume par est-ce que l'outil est neutre ou pas? Donc non, la technologie n'est pas neutre, et l'IA encore moins que les autres, et il faut bien penser des systèmes techniques et pas de l'usage d'outils. Alors pour comprendre ce que c'est qu'un système technique, comme le fait d'ailleurs Ellul, moi je fais référence à la théorie des systèmes que Christophe connaît bien et qu'on est peut-être beaucoup ici à bien connaître, hein, avec les auteurs français et étrangers, c'est de dire que pour étudier une technologie, il faut toujours l'étudier en interaction avec les utilisateurs, donc les humains, et l'organisation dans laquelle il se situe, hein, et qu'on ne peut pas comprendre une technologie sans avoir ces trois éléments, et on se pose des questions au cœur de ces trois éléments. Alors pour vous donner juste un exemple IA qui m'a frappé récemment dans une entreprise avec qui je suis en contact, on fait tous maintenant des comptes rendus avec des IA, hein, donc c'est une utilisation d'IA générative pour faire des comptes rendus. Ça permet de raccourcir les délais et ça permet de faire des comptes rendus quasiment parfaits et instantanés. Donc pour l'organisation,
ça change des choses, hein. Là où il fallait attendre 3 jours d'avoir un compte-rendu, on l'a à la fin de la réunion, et on sait qu'il est parfaitement exhaustif et précis. Ça, c'est l'impact avec l'organisation. Mais ça a aussi un impact sur les humains. C'est-à-dire que les gens qui participent aux réunions savent maintenant que tout ce qu'ils vont dire, au mot près, va être retranscrit fidèlement par l'IA. Et donc, beaucoup d'humains ont compris, de collaborateurs, que ça devenait un peu dangereux de tenir certains propos. Ces propos qui étaient un peu nettoyés par la personne qui faisait le compte-rendu, là, vont être gravés dans le marbre. Et donc, on a comme résultat de ce système technique une accélération considérable du compte-rendu, mais un impact à rebond que beaucoup d'entreprises n'avaient pas vu, c'est que le compte-rendu, il est parfait, mais il est complètement creux, parce que les collaborateurs ont bien compris qu'il fallait surtout pas dire des choses importantes en réunion, ou trop chaudes, ou trop prégnantes, et que donc on va avoir les vraies discussions dans les bureaux quand l'IA n'est pas là pour pouvoir tout rapporter à la direction générale. Donc voilà comment on parle de système technique et de finalité, et voilà l'approche que moi j'ai depuis toujours quand j'étudie les technologies et que je vais essayer de développer devant vous. Donc ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, parce que je n'en parlerai pas après, c'est je vais être un peu critique sur l'IA, je l'utilise tous les jours, c'est un formidable outil, il permet de faire des tas de choses. J'ai fait un gros projet sur la dyslexie et l'IA qui a donné de bons résultats. Je fais de la recherche quasiment tous les jours avec de l'IA, donc je ne suis pas du tout un sceptique vis-à-vis de l'IA, mais par contre j'essaie de l'étudier d'une manière claire et scientifique. Mais je n'ai pas oublié, je n'oublie jamais tous les bienfaits que peut avoir l'IA dans plein de domaines. Donc on va étudier, je vais vous présenter d'abord des études et puis après des résultats sur l'impact des IA sur... Alors, ma recherche a évolué hein, sur l'intelligence, sur le raisonnement, sur les compétences. Donc on va d'abord poser ces trois termes. Alors on est dans un domaine où les concepts sont très compliqués à définir précisément. Donc définir l'intelligence, hein, tout le monde en parle, mais c'est pas du tout évident. Il y a eu plein de débats, à mon avis, un peu ésotériques et pas passionnants pour savoir si l'IA était intelligente ou pas, euh, parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a plein de parts, il y a du rationnel, il y a de l'émotionnel, il n'y a pas de mesure simple, hein. On sait par exemple qu'il y a un déclin du QI, mais on ne sait pas exactement pourquoi et comment on peut le mesurer de manière très précise. Donc, ce n'est pas un concept qui est facile à manipuler. Après, vous avez le raisonnement, hein, le raisonnement logique que l'on fait dans nos têtes, les uns et les autres. C'est aussi un concept qui est assez compliqué parce qu'il y a plein de sous-étapes dans un raisonnement. Il est excessivement dépendant de la situation, de la personne, et donc c'est assez compliqué de modéliser des raisonnements. Et on peut le faire que dans des cas qui sont très précis et qui imposent donc des modalités de recherche, je vous en parlerai plus tard, un peu compliquées. Et puis il y a un dernier concept qui est les compétences. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. Un des auteurs les plus importants, c'est Tardif, auteur francophone. C'est l'approche par les compétences, l'APC. Bon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair, qui est plus simple, même si c'est pas très très évident, mais qui est toujours difficile à mesurer. Donc moi, je me suis fixé comme concept de base de la présentation les compétences et en lien avec l'apprentissage. Donc la question va être posée, est-ce que l'IA améliore l'apprentissage et du coup les compétences ou améliore directement les compétences? Alors là, je vais passer en revue maintenant un certain nombre d'études. Donc je ne vais pas vous embêter trop avec des chiffres, mais pour vous dire qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, voilà où on en est. Alors je commence par moi, un petit peu de manière un peu pas très, voilà, pas très correcte, mais enfin c'est quelque chose que je connais bien. Donc on a fait une grosse étude avec la FNEJ, qui est l'association qui s'occupe de l'enseignement de gestion en France, avec plus de 600, presque 700 étudiants, 300 enseignants, et on était une équipe de 5 chercheurs à travailler sur ce sujet pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe en 2024, c'est déjà un peu vieux, sur l'IA et les étudiants. Donc on a utilisé un modèle qui est théorique, qui est très connu,
qui est les modèles de légitimité de Sushman. Et Sushman, il dit que, par exemple, une technologie, mais ça s'applique à tout type de système de pensée, une technologie va être utilisée si elle a une légitimité pragmatique, elle sert à quelque chose facilement. Si elle est morale, donc si elle est conforme aux normes établies, et si, d'un point de vue cognitif, elle est compréhensible, hein, c'est-à-dire que l'être humain voit où elle nous mène. Et nous, on a rajouté, c'est un des gros atouts de notre étude, on a rajouté le contraposé de la légitimité, l'illégitimité, en disant, mais une technologie peut être aussi illégitime parce qu'elle a des erreurs. Vous voyez bien le lien avec l'IA. Elle peut être non conforme à la morale et elle peut être non compréhensible ou pas évidente. Et donc, on a essayé d'analyser des comportements que l'on a vus des étudiants, des enseignants, et aussi on avait les deans des universités au travers du prisme de ces concepts. Et on s'est rendu compte, et c'est ça qui est intéressant, un des points les plus intéressants, c'est que les étudiants, il y a une légitimité pragmatique. En gros, l'IA, ça leur sert à tout faire. Faire leurs devoirs, faire leur mémoire, réviser, apprendre les langues, etc. Ils font tout avec l'IA. Donc il y a une légitimité pragmatique qui écrase complètement les problèmes moraux qui se posent, et ils se posent vraiment des problèmes moraux. C'est ça qui nous a étonnés. C'est-à-dire, ils savent, à 22 ans, qu'en utilisant l'IA, ils n'apprennent pas, qu'ils ne développent pas leur esprit critique, qu'ils se mettent en difficulté future. Mais c'est tellement bon, c'est tellement agréable qu'ils ne peuvent pas résister. Et ce comportement, on est en train de le retrouver en entreprise dans une étude qu'on commence à faire, avec, par exemple, des codeurs qui disent je sais bien que je suis en train de perdre mes compétences, mais c'est tellement facile de développer du code avec Claude que je vais continuer à le faire et que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Cette, Ce comportement, on le retrouve aussi dans des propos de dirigeants d'entreprise qui, eux, malheureusement, souvent ne comprennent pas bien les tenants et les aboutissants de l'IA, mais se disent, ça va me permettre de gagner tellement d'argent et permettre de réduire tellement ma masse salariale que même s'il y a des problèmes derrière, ben, je suis trop tenté, je vais le faire. Hein, on travaille en ce moment sur ce sujet de la tentation de l'IA, qui est quelque chose qui est un des éléments qui explique à la fois les effets positifs et négatifs. Après, des études qui ont été spécifiques. Alors, il y a des études qui ont fait le tour du monde, qui ont été reprises dans tous les sens, généralement par des gens qui ne les ont pas lues. Petite pique sur certains posts que je peux voir sur LinkedIn. Bon, en tout cas, qui sont alors des choses intéressantes. Hein. Une première étude, c'était la première historiquement, Microsoft 2025, donc qui dit, et alors c'est bien, c'est Microsoft, hein, donc c'est quand même un acteur qui est non négligeable et puis qui connaît un tout petit peu le sujet, et qui dit que l'usage soutenu des IA dès 2025 a un impact très fort sur le raisonnement, même après l'arrêt de l'usage. C'est-à-dire qu'ils ont mesuré sur 319, hein, si je précise le contenu de l'étude, vous voyez que ce n'est pas quand même énorme, et que c'est une enquête, ils ont mesuré un impact significatif sur le raisonnement. Donc c'est du déclaratif, hein, c'est pour ça que je vous ai expliqué les concepts tout à l'heure, pour qu'on ait toujours un regard critique par rapport aux études qui ont été faites. L'étude dont on a le plus parlé, c'est l'étude du MIT. Alors vous voyez, j'ai mis en haut, il y a trop de texte sur mes slides, mais c'est pour que ça puisse vous être utile après le séminaire, après le webinaire. 54 personnes. Hein. Donc, il y a un vrai protocole d'observation qui a été mis en place, des sessions espacées sur 4 mois, et on ne peut pas faire des choses sérieuses sur du raisonnement si on n'a pas ce type d'expérimentation. Donc, on n'est plus dans du déclaratif, on est aussi sur de la prise de mesure, on a un vrai dispositif d'observation. Et avec ce vrai dispositif d'observation, on montre, mais sur cet échantillon, qu'il y a une sous-performance systématique des gens qui utilisent, en l'occurrence ChatGPT, pour faire leur travail. Et ce qui a été repris partout, mais qui est vraiment très marquant, 83% des utilisateurs sont incapables de citer quelque chose qu'ils ont mis dans un document, mais qui a été fait avec ChatGPT. Donc en fait, il n'est rien resté dans leur cerveau. Donc on a ce qui a été appelé une dette cognitive,
qui est particulièrement significative. Il y a des études qui vont être précises. Celle-ci, je l'ai citée uniquement parce que on va la retrouver après sur la mesure et l'impact qu'a l'IA sur l'effort. Hein, vous voyez le titre, hein, Metacognitive Laziness, la paresse cognitive. Et cette paresse cognitive, on va la retrouver dans d'autres études et elle est essentielle et on le comprend relativement bien parce qu'on se dit, plus on va utiliser une IA qui fait tout pour soi, moins on va faire d'efforts. Or, on ne peut rien apprendre sans effort. Hein, pensez au sport. Vous n'allez pas faire un temps exceptionnel au 100-200 mètres si vous ne vous êtes pas entraîné. C'est pas possible. Donc, pour le raisonnement, pour les compétences, pour la réflexion, c'est la même chose. On peut se leurrer, on peut rêver, mais sans effort, on n'aura pas de résultat très positif en apprentissage. Alors, je termine par les toutes récentes. Donc là, on est en 2026. Donc aussi une étude qui a fait du bruit, surtout par le nom de Daron Acemoglu, qui est un, je ne pense pas le prononcer correctement, mais enfin, qui est un très très grand économiste, prix Nobel et multi-primé dans plein de recherches. Et lui, cette étude-là, carrément, donc c'est une étude économique, hein, donc avec un modèle économique, il parle de knowledge collapse avec un discours qui est mesuré par ces formules économiques, qui est de dire on a une destruction de la connaissance globale aux dépens d'une petite performance individuelle. Hein. Donc, il oppose le fait que des individus vont progresser, vont faire des choses plus vite, mieux, mais que le collectif va dégrader son capital de connaissances à cause de l'IA. Ça a été repris par deux autres études, là aussi BCG, HBR, donc un Business Consulting Group, et Harvard Business Review, donc des gens sérieux. Là, il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein, une grosse population, plus de 1000. Et eux, ils ont eu, alors toutes ces études, quand chacun essaie de vendre son concept. Hein. Là, vous voyez que c'est brain fry. Alors, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, mais cerveau grillé. Donc, c'est un impact qu'ils ont été les premiers à vraiment mettre en avant, qui est de dire qu'en utilisant l'IA, et surtout si on utilise avec les agents IA beaucoup d'outils en même temps, vous voyez le petit schéma, hein, au-dessus de 3 outils, la performance décroît, on a une surcharge au niveau du cerveau que l'être humain n'est pas capable de gérer. C'est-à-dire qu'on va avoir trop de stimulation, trop de contrôle à faire, et que ça va fatiguer, ça va donner une fatigue qui ne permettra plus d'améliorer la compétence. Donc, notre cerveau humain, c'est ça qui est peut-être difficile, vu l'orgueil que l'on peut avoir d'admettre, mais notre cerveau humain a besoin de temps. On ne peut pas capter, avaler trop d'informations en même temps. Il faut qu'on puisse digérer, et quand on a trop d'outils, trop rapides, trop efficaces, pardon, on se trouve dans une espèce de burn-out au niveau du cerveau. Dernière étude, qui elle aussi a fait pas mal de bruit, mai 2026, donc vous voyez que là on est aujourd'hui, hein, c'est la dette psychologique. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les termes, mais l'intérêt de ce papier et de cette recherche, c'est qu'ils ont affiné toutes les conséquences que peut avoir l'utilisation de l'outil. Par exemple, la crédibilité. Hein. Je suis salarié, je vais cacher que j'utilise une IA parce que j'ai peur que mon patron me considère comme étant mauvais parce que j'utilise une IA. Donc il y a plein d'effets à rebond, hein, d'effets à plusieurs temps, qui font qu'il y a une détresse psychologique et qui commence à être mesurée dans certaines entreprises avec éventuellement des démissions ou des gens qui sont dans une situation qui est devenue insupportable parce qu'on utilise un outil qui est finalement un peu trop fort pour soi. Alors les conséquences de ces baisses de compétences, hein, ou de ces effets de l'IA, alors je ne vais pas pouvoir toutes les évoquer, mais je voudrais en évoquer quelques-uns. Premièrement, à cause de l'IA, on ne mémorise pas. Beaucoup de gens dans la presse disent c'est pas très grave, on n'a plus besoin de mémoriser parce qu'on a Internet et on a une IA, donc c'est plutôt une bonne chose, on va moins se fatiguer.
Ce qu'on oublie quand on dit ça, et qui est vraiment très important, c'est que quand on ne mémorise plus, on n'a plus les concepts de base, donc on ne peut plus raisonner. Et ça devient un effet qui est vraiment particulièrement gênant. Moi, je le vois avec mes étudiants qui, lorsque je fais des cours, si je monte un peu de niveau, vont être obligés de chercher à peu près un mot sur trois que je suis en train de prononcer. Donc, ils ne peuvent pas suivre le raisonnement, ils ne peuvent pas raisonner eux-mêmes. Alors, pour vous donner un exemple, on dit c'est pas pareil à chaque fois qu'il y a eu une évolution de technologie. Par exemple, la calculatrice. Hein, on ne sait plus faire des opérations de tête. Peut-être que Christophe si, mais moi non. Hein, 789 divisé par 23 multiplié par 3,5, je ne peux pas vous donner la réponse. Ça, c'est pas très grave, peut-être. Par contre, moi, ce que je vois avec mes étudiants et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les jeunes n'ont plus du tout les ordres de grandeur. Et qu'on leur dit 10 fois 10, pour eux, ça peut faire 1000 ou 1 million ou 10. Et ça, c'est grave, parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus le regard critique sur des chiffres, sur des colonnes, sur une visualisation. Et on a le même type d'exemple avec le GPS. C'est pas très grave de ne plus pas savoir utiliser une carte IGN si vous ne faites pas de randonnée. Par contre, si vous avez vraiment perdu complètement le sens de l'orientation et que vous savez pas où est la montagne, où est la mer, là, ça devient grave. Donc c'est le même genre de choses, ces effets qui sont dans un premier temps qui apparaissent minimes et qui dans un deuxième temps sont beaucoup plus importants. Deuxième point qui est soulevé un peu partout maintenant, mais c'est très récent, hein, ce n'est pas des choses qu'on disait même il y a quelques mois, c'est ce que moi j'appelle la fin des communs. Hein, les communs, c'est ce qu'on partage en société. C'est comme l'IA individualise et individualise de plus en plus, on perd la communauté. Et l'effet IA, il est très clair, et j'entends ça aussi de mes étudiants, on l'entend de nos étudiants. Ben écoutez, moi je préfère avoir mon IA qui ne me contredit jamais, qui me dit tout le temps, hein, qui est flagorneuse, c'est la syncophasie, comme on dit aussi avec le terme un peu plus savant, qui est flagorneuse plutôt que de m'embêter à poser une question à un collègue qui va se moquer de moi ou qui va un peu me chatouiller parce que je ne sais pas telle ou telle chose. Et donc, du coup, on se retrouve à être des individus devant une IA et des séries d'individus et en ayant perdu le collectif. Et on va retrouver ce collectif plus tard et l'importance du collectif. Et en autre point, la perte de compétences. Hein, et là, au sens strict du terme. Une IA maintenant, et ça va aller de mieux en mieux, et ça va être de plus en plus rapide, traduit n'importe quelle langue en n'importe quelle langue en temps réel. Donc, je reprends toujours le même raisonnement que la calculatrice, on n'a plus besoin d'apprendre aucune langue. Hein, parce que on va se... Et en fait, deux choses qu'on fait et qui sont vraiment dramatiques, si on n'apprend plus les langues, on perd aussi la culture internationale, parce que c'est par l'apprentissage des langues qu'on commence à sentir la culture chinoise, finlandaise, togolaise, canadienne, et surtout et aussi, on sait aujourd'hui, parce que là, très clairement, le risque est là, que ces grandes IA qui sont essentiellement les GAFAM et puis les produits chinois peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Donc, si l'IA qui traduit tout s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? On perd quelque chose qu'on a depuis des millénaires, qui est le fait, la faculté de discuter les uns et les autres avec un certain apprentissage. Donc une dépendance qui est particulièrement inquiétante et que peu de gens soulignent. Alors pourquoi l'IA rend bête? Donc là, je vais aller un petit peu dans la provocation, mais ça s'explique en fait très simplement et très rapidement avec les neurosciences. Donc là, je vous ai mis le lien d'un petit papier qui est très, très simple à lire et qui dit l'apprentissage, pour qu'il y ait apprentissage, il faut quatre choses. Il faut de l'attention, hein, c'est la partie, c'est le moment où on va capter des signaux qui viennent de l'environnement. Il faut agir, on en a un petit peu parlé. Il faut être capable de gérer des erreurs et il faut un temps d'infusion. Hein. C'est ça qui permet, d'après les neurosciences, de faire un apprentissage. Alors on va prendre ces quatre points et on va voir ensemble les effets ou l'impact que peut avoir l'IA sur ces quatre points. Alors l'attention,
c'est ce qui va permettre à notre cerveau de pouvoir capturer des choses qui se passent dans l'environnement, hein. C'est l'étoile rouge qui est sur ce slide-là. Donc il y a une première attention qui est la plus facile, qui est celle de l'économie de l'attention des réseaux sociaux des GAFAM, qui est l'attention réflexe. Je n'ai pratiquement aucun effort à faire, je vais avoir un signal et je vais être happé par le signal, par l'excitation, l'urgence, les émotions, hein. C'est tout ce que l'on connaît depuis maintenant de nombreuses années sur ce qu'on a appelé l'économie de l'attention. C'est ce qu'il y a de plus facile et c'est ça qui va être vraiment qui va envahir le contenu, qui va envahir notre cerveau. Et il y a deux autres types d'attention. Il y a l'attention volontaire, je vous passe, hein, elle peut être décomposée en plein de niveaux, mais c'est moi, être humain, qui reprend la main et qui veut me dire je vais me concentrer sur tel et tel autre événement, voire le rejet de l'événement parce que je considère qu'il n'est pas intéressant et qu'il n'est pas nécessaire pour moi. Et c'est ces deux attentions, l'attention et le refus de l'attention, et ça a été très, très bien démontré par les neurosciences, c'est là que que surgit la créativité, l'esprit critique, et tout ce qui est apprentissage et qui va perdurer. Et ça, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Donc on voit très concrètement que déjà avec les réseaux sociaux, encore plus avec l'IA, l'attention réflexe mange, cannibalise en fait une bonne partie du fonctionnement de notre cerveau et nous empêche donc d'avoir l'attention qui va nous permettre de construire des raisonnements et donc des compétences plus élaborées. L'action, donc les neurosciences sont très claires, un organisme passif n'apprend pas, ben, l'IA comme elle fait les choses à notre place, on ne va pas apprendre parce qu'on va lui laisser faire les actions nécessaires. Et l'erreur est fondamentale, ça c'est ce qu'on sait, un enfant il va commencer à parler, à marcher parce qu'il va tomber, il va faire des erreurs, qui va se corriger et c'est le cerveau qui va se mettre avec ces itérations, qui va faire de l'apprentissage. Si on a une utilisation systématique, complète, en permanence de l'IA, on a beaucoup moins d'erreurs et donc on n'aura plus ce système qui va nous permettre d'améliorer nos connaissances et donc nos compétences. Alors l'infusion, c'est un peu plus compliqué, mais vous trouverez, je pense, cet exemple dans le papier au début. L'exemple qui est très clair, c'est quand on a commencé, enfin moi je vais prendre mon exemple, hein, à apprendre à conduire, les premières leçons de conduite, le cerveau il est complètement surchargé. Il faut penser au rétroviseur, à la vitesse, à tout regarder, enfin c'est très compliqué. Aujourd'hui, quand je conduis, 98%, voire plus, est fait d'une manière automatique parce que le cerveau a intériorisé l'essentiel de ce qui est nécessaire pour la conduite. Et donc, c'est simplement les signaux d'alerte qui vont fonctionner pour pouvoir éviter des accidents. Et ce principe, qui est un principe d'infusion, il est absolument indispensable pour notre cerveau parce que c'est ça qui nous permet d'apprendre des choses nouvelles. Il faut qu'on puisse dégager de la mémoire vive et du cerveau actif un certain nombre d'éléments de façon à pouvoir libérer de la place et pouvoir construire d'autres types de compétences. Avec l'IA, c'est plus possible de faire ça parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Les choses vont aller tellement vite que ce temps d'infusion ne va pas exister. Donc on ne va pas infuser ces compétences pour libérer de la place et on va être donc toujours complètement dépendant de l'outil pour pouvoir faire même des choses simples, lire des articles un peu longs, faire une synthèse de documents. Donc ça me paraît assez essentiel et donc finalement relativement logique. Hein. J'ai mis des croix rouges de taille un peu différente parce que il me semble que les éléments peuvent être effectivement plus importants. L'effet de l'attention, on n'est plus capable de traiter, et je pense que c'est aussi vrai pour les organisations, que ce qui vient par le flux énorme, hein, l'autoroute à 4 voies de l'attention réflexe. Donc on est focalisé par ces événements qui changent tout le temps, qui bougent tout le temps, les nouveaux produits d'IA, hein, les nouvelles annonces, et on n'a pas le temps et l'énergie pour focaliser notre attention ailleurs. On a des outils qui sont de plus en plus automatisés, donc on fait de moins en moins de choses, on est de moins en moins actif. Comme on est de moins en moins actif, on n'a pas d'apprentissage. L'erreur est, alors c'est aussi
culture assez française, hein. On a la chance d'avoir des collègues un peu du monde entier grâce à la CADIS aujourd'hui. En France, on n'aime pas l'erreur, c'est pas quelque chose qui est bien géré. Je pense que les anglo-saxons, ou dans d'autres cultures, c'est quand même plus facile. Et avec l'IA, c'est encore plus vrai, hein. On n'a pas d'erreur parce que on va traiter avec l'IA et donc on va gommer les erreurs. Et on n'a plus le temps d'infuser, on n'a plus le temps de poser les choses, voire de s'ennuyer, comme disent un certain nombre de gens. Et donc, du coup, on a un manque d'apprentissage qui débouche sur un impact sur les compétences, d'où, c'est mon analyse, hein, la dette cognitive, et donc les différents éléments qui sont mis en avant par les études que je vous ai présentées. Alors, pour terminer par un effet plutôt positif, hein, des pistes, parce que je suis que sur des pistes là et tenir le temps. Comment résister à cette tempête? Alors, plusieurs points simples. Je ne vais pas, bien sûr pas rentrer dans le détail, puis ça sera sans doute, ou j'espère, l'objet de la discussion. Pour une entreprise, il faut avoir une stratégie, il faut avoir des méthodes. Si on fait pas, si on n'a pas un objectif et un minimum de méthode, on va faire ce qui, pour moi, est la pire des choses, c'est le vagabondage technologique, hein, c'est le tourisme, c'est l'époque un petit peu à droite et à gauche. On se livre à des attaques cyber massives et on n'a pas le temps d'apprendre quoi que ce soit. Et comme on n'a pas de méthode, on ne peut pas apprendre parce qu'on ne sait même pas exactement ce qu'on a fait. C'est malheureusement le cas de beaucoup d'entreprises en ce moment, où on a des directions qui sont ébahies par l'IA, qui en veulent, mais qui ne se donnent pas le temps de faire le minimum de réflexion initiale. Il faut une architecture technique, hein. Toutes les entreprises, c'est très récent, commencent à se dire, j'en ai parlé hier avec une grande entreprise dont je tairai le nom, que ça coûte très cher, l'IA, et que ça coûte vraiment très cher, hein, et donc ils ne s'en étaient pas du tout aperçus au départ. Il faut avoir un positionnement cohérentiel, etc. Donc, c'est des choses qu'on conseille et que dans le domaine des systèmes d'information, on connaît depuis très longtemps, mais qu'il faut remettre en place. Il faut vraiment avoir quelque chose qui soit à peu près cohérent comme cadre. Deuxième élément, donc là aussi je me cite, mais la réflexion peut être prise avec d'autres modèles. Il me semble essentiel pour chacune, en fonction des tâches, des acteurs, des enjeux, de définir des modes de collaboration. Donc ça, c'est le modèle que nous, on a développé avec deux autres collègues, une collègue de Centrale Supélec et un autre collègue de Nanterre. Mais ça peut être un autre modèle, hein. Ça veut dire, est-ce qu'on délègue totalement cette tâche? Est-ce qu'on fait de l'hybridation et dans quel sens? L'IA commence, l'humain finit. Est-ce qu'on fait de la collaboration? Hein, mais en tout cas, qu'on ait réfléchi et qu'on se dise, par exemple, quand on recrute un nouveau collaborateur, bah ça, le traitement des CV, ça peut être fait en partie par l'IA et ça peut être automatisé. Par contre, l'entretien, contrairement à ce que certains font maintenant, l'entretien, c'est forcément un humain qui rencontre un autre humain. Voilà, donc il faut décider et il faut petit à petit, avec des essais-erreurs, arriver à trouver le bon panachage entre IA et humain pour chacune des types d'actions. C'est comme ça qu'on améliorera nos compétences en utilisant un peu le meilleur des deux mondes. Il y a une vision qui prend un peu d'importance en ce moment. Là, je vous ai mis le dernier livre d'un auteur que j'aime bien, qui a écrit des livres qui sont un peu de la science-fiction, pas complètement, mais qui est un peu dans l'ère de Damasio, dans des gens comme ça, des gens qui ont une très bonne connaissance technique, et qui lui prône un sanctuaire, une sanctuarisation. Il y a des collègues à l'université qui parlent de cloître, hein, donc ça c'est un petit peu trop religieux pour moi, mais bon. En fait, ça veut dire ça quoi? Ça veut dire il devrait peut-être y avoir des lieux ou des moments ou des temps sans IA, de façon à conserver l'autonomie de nous, êtres humains, et être capable de faire un certain nombre de choses sans IA. Une étude récente, mais qui n'est pas suffisamment fiable pour que je vous la cite, dit qu'on commence à voir des déperditions assez importantes de niveau d'anglais parce que les gens utilisent tous DeepL pour faire des traductions. Et que, bon, on ne s'en rend pas compte,
mais on faisait quand même l'effort de lire, de traduire des petits textes, parce qu'on parle plus ou moins bien l'anglais, mais ces outils, ben, ils nivellent, ils érodent petit à petit. Donc peut-être se dire, ben, il y a une journée où il n'y a pas de DeepL, je lis des textes en anglais et je parle anglais, je lis des longs documents, je fais des résumés moi-même. C'est assez confirmé par les sciences de l'éducation qui disent qu'effectivement, sans ce type d'effort régulier, espacé dans le temps, les compétences se perdent relativement rapidement, même si on les a réellement. Je ne parle pas là des jeunes qui apprennent, qui doivent acquérir ces compétences, je parle vraiment de nous expérimenter. On est aussi en dépendance et aussi on peut être en risque de perte de compétences. Alors là c'est un modèle qui vient des sciences de l'éducation de deux collègues que j'apprécie beaucoup, Christophe Jeunesse et Olivier Lasvernias, et qui disent, ça revient un petit peu à la même chose, mais c'est, je pense, intéressant. Ils disent en fait, il y a trois niveaux. Le Hoxsey, c'est un mot qu'ils ont inventé, donc vous ne le connaissez pas, vous connaissez peut-être les deux premiers, et c'est assez repris dans l'utilisation des outils. C'est d'abord l'IA prothèse. Hein. Je remplace, comme je peux remplacer le membre manquant par une béquille, je remplace une fonction défaillante ou manquante par l'IA. Donc là, je suis complètement dans la dépendance. Hein. Typiquement, je me sers de l'IA pour faire complètement ma traduction. Je me suis soumis technologiquement à l'IA, j'ai perdu les pieds. Il y a un niveau intermédiaire, qui est celui qui tente de promouvoir, c'est le soutien. J'assiste, je corrige, j'améliore. Donc ça, c'est leur thèse. C'est aussi la possibilité que la technologie, pour l'humain, on garde son autonomie cognitive, mais on enrichit ses capacités. Hein. Donc c'est nous, humains, qui gardons le contrôle, mais on fait quelque chose de plus, de mieux, parce que on a un outil qui nous permet d'être un peu plus fort, un peu plus rapide, par exemple pour l'IA de traiter des données qu'on sera de toute façon incapable de traiter. Et il y a le risque ultime, qui est l'oxèse pour eux, c'est de dire on va transformer radicalement le fonctionnement de notre cerveau et de nos raisonnements en tout donnant à l'IA. Et donc en ayant quelque chose qui est non pas de démultiplier, donc on va faire des choses peut-être extraordinaires, mais on a perdu le contrôle et on n'est plus en capacité de contrôler ce que l'on fait. Et donc l'idée de ce modèle-là, c'est de rester au milieu, c'est-à-dire de dire quelle est la part d'action que moi je dois avoir dans mon apprentissage, quelle est la part collectivement d'interaction avec mes collègues que je dois garder avec l'IA pour rester dans ce niveau intermédiaire où à la fois je profite de l'IA, mais je garde mon autonomie cognitive et je garde ma façon de réfléchir et de travailler. Alors, avant la conclusion, un dernier point qui me semble aussi essentiel, et là je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire dans toutes les entreprises, c'est alors bon, le terme un peu administratif, hein, qui fait un peu vieux, mais c'est la GPEC, hein, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est plus ou moins fait dans les entreprises. Bon, là, je pense que énormément d'entreprises sont vraiment au balbutiement. C'est de dire comment on va retrouver le choix du mode de collaboration en fonction des tâches et des collaborateurs, mais comment on va gérer les compétences de nos collaborateurs, je parle pour les directions des ressources humaines, à l'ère de l'IA. Et donc là, les questions sont énormes. Hein. On sait que, par exemple, le monde du codage, moi j'enseigne en démiage informatique, donc l'équivalent d'école informatique de gestion. Et je vois nos étudiants, ils ne vont plus du tout travailler de la même façon. Dans le codage, mes miagistes qui trouvaient tous du travail avant d'être diplômés, cette année, il y en a beaucoup qui n'ont même pas de stage. Donc il y a un effet qui est très fort parce que on a des outils qui sont excessivement performants et que on a des entreprises qui n'arrivent pas à gérer une vision qui soit au moins à moyen terme en termes de compétences. Et vous vous rendez compte, là le problème est essentiel, hein, si vous vous rendez compte que si on ne forme plus de codeurs débutants, comment on va faire dans quelques années quand nos codeurs expérimentés seront partis à la retraite? Qui on aura
devant nos IA pour essayer de contrôler les codes informatiques qui ont été développés par des machines pendant plusieurs années. On a un problème vraiment structurel et c'est la même chose pour les avocats, pour avoir discuté avec des cabinets d'avocats. C'est la même chose pour le conseil, hein. Vous avez peut-être lu toutes les publications en ce moment sur les grands cabinets de conseil qui diminuent les recrutements. Voilà. Tous les modèles où on a des juniors qui font un travail un peu basique, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent leur métier, et des seniors qui ont l'expertise, si vous supprimez les juniors, tout s'écroule, parce qu'il n'y a plus de logique. Et donc, il va falloir réfléchir d'une manière... Là, j'ai bien sûr pas la réponse, mais j'ai au moins la question et l'importance de la question. Et il faut que cette question soit prise d'une manière très sérieuse et doit être traitée en partenariat des RH et des SI. Alors pour conclure, je vous ai dit, il y a deux pistes pour moi, deux termes qui me semblent essentiels. C'est l'agir, hein, c'est pour ça que j'ai repris une photo d'un spectacle de danse, hein, l'agir et le collectif. Je pense que la réponse, que ça soit pour les particuliers ou que ça soit pour les entreprises, par rapport à l'artificiel, c'est vraiment de faire ces deux choses-là et de les faire d'une manière cohérente, avec un cadre, avec un objectif, mais vraiment de se mettre en mouvement et de surtout pas se laisser, et la pire des choses pour moi, c'est de se laisser les uns les autres isolés devant des écrans avec des IA de plus en plus performantes, sans avoir de discussion, d'échange, et sans être acteur. C'est en redevenant acteur que l'on peut faire des choses extraordinaires. Et j'avais assisté à un grand colloque IA médecine. Les médecins que j'ai vus et qui étaient les plus étonnants, bah, c'est bien des gens qui sont toujours médecins, qui sont toujours des spécialistes, mais qui utilisent l'IA et qui réfléchissent collectivement sur les meilleures utilisations que l'on peut faire. Et là, on peut passer d'une menace, hein, d'un collapse ou de brain fry à quelque chose de beaucoup plus positif si on arrive à garder ces deux énergies, l'énergie du collectif et l'énergie de l'action. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on peut passer à la discussion. Il y a mon mail, vous n'hésiterez pas à me contacter si vous avez des questions ou des envies de discussion derrière. Alors, bah déjà, un énorme merci, Bernard. C'est toujours aussi limpide. Tu as une capacité à expliquer des choses complexes simplement et toujours avec des sources, on va dire, fiables. En tout cas, j'ai moi-même adoré. Surtout, je ne connaissais pas tout le contenu là, que tu nous as présenté. Un grand merci. Je pense que ça ouvre des perspectives à beaucoup de nos participants là. Et ça montre que ce sujet devrait être évoqué au niveau des directions générales. Là, ce serait sympa, tu vois, de faire une petite synthèse pour les DG. Alors, voilà, les commentaires sont très positifs, hein. Mathieu nous dit très éclairant. Didier, bravo pour cette présentation claire d'un problème complexe. Il a bien raison. Et on a Jean-Pierre Grandet, que tu connais, je crois, professeur Grandet, Bernard. On avait travaillé Je... ensemble Ah sur oui, des, oui, oui. tu sais, sur les Oui. démarches systémiques et holoniques, un Hmm. des grands experts. Et lui, il a une belle question. Il dit, il y a pas mal d'années, avec de jeunes étudiants, on avait travaillé le comment construire et poser de bonnes questions. Que devient cette approche avec l'IA? Alors, tiens, en partie répondu. Bah, en partie répondu, merci pour la question, mais c'est effectivement les pistes que l'on a. Alors d'abord, nous, tous enseignants, on n'est pas en détresse, mais on se pose tous des questions. Et là, j'étais encore à un séminaire la semaine dernière, on était une trentaine à débattre de ce sujet-là, avec des écoles, des universités, des écoles d'ingénieurs. Voilà. On est tous là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos étudiants soient formés, soient plus aguerris et ça c'est la question et je pense que la réponse, elle n'est pas très très claire. Par rapport à la piste donnée, ce qu'on commence à faire, et ça commence à se généraliser, c'est d'accompagner un dialogue avec l'IA. C'est-à-dire qu'on va arrêter de poser des questions du type une étude de cas à des étudiants, ça ne sert plus à rien, parce qu'ils vont faire l'étude de cas avec l'IA et ils n'auront rien appris.
c'est de dire, ben voilà, vous allez faire avec l'IA ce travail-là, et on va travailler non pas sur votre résultat, mais sur la critique du résultat que vous avez fait. Donc on va les accompagner pour avoir un dialogue, un échange avec l'outil, et voir comment ils vont progresser d'une interrogation à une autre interrogation. Ça fonctionne. On commence à avoir des retours assez positifs là-dessus. Par contre, ça change complètement l'objectif du travail, hein, parce que ce n'est pas un rendu qu'on va noter, c'est le processus qu'on va accompagner. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus énergivore. Ça demande une énergie pour l'enseignant qui est énorme, et c'est très compliqué à faire quand vous avez beaucoup d'étudiants. Donc, on a une approche qui commence à se dessiner, qui n'est pas encore complètement clarifiée, mais qui commence à se dessiner, et qui va, je pense, aller dans ce sens-là, mais avec un problème non résolu face à des cohortes en licence en interne, nous, de gestion, on a 600 étudiants. À 600 étudiants, on ne fait pas ça, c'est pas possible. On n'a pas les ressources pour le faire, et voilà. Donc, il va falloir trouver d'autres outils, sans doute avec l'IA, mais qui vont permettre de faire cet accompagnement. Intéressant, effectivement. Alors tiens, on a une question de Jacques Gaumont qui dit: que devraient faire les meilleures universités qui forment les professions libérales et scientifiques, par exemple les comptables, les avocats, les ingénieurs, les médecins? Quelle question! Si tu as Alors, une réponse toute faite, on est preneur. bah, alors, les réponses toutes faites, il n'y en a pas. Très honnêtement, aujourd'hui, je connais suffisamment. Là, vraiment, il y a des sujets sur lesquels je peux dire, je ne sais pas trop, mais là, j'ai enseigné, fait des amphis en médecine, j'enseigne en master de comptabilité, j'ai enseigné, je travaille avec des écoles, donc non, la réponse, on l'a pas. Il y a des écoles et pas des universités qui sont allées beaucoup plus, qui sont allées plus loin que d'autres. Le SCP, pour pas la nommer, Neoma, qui commence à avoir une logique, mais qui est une logique vraiment de conception de syllabus avec l'IA. C'est-à-dire qu'ils vont intégrer dans les cours des modélisations numériques. Donc, on touche, par exemple, pour une école de commerce, à une évolution assez profonde où la technique, elle était un peu au rebut. Et là, comme on a des outils qui sont des outils suffisamment forts et importants, ils ont signé par exemple un partenariat avec Hugging-Face, hein, donc avec le grand comparateur et fournisseur d'outils open source d'IA. Et les étudiants, je parle bien d'étudiants d'écoles de commerce, font des modélisations avec des modèles du Hugging-Face pour pouvoir répondre à des questions qui sont des questions de management ou de gestion. Donc, l'idée, c'est pas d'apprendre à faire, utiliser un outil que d'IA, c'est de reconcevoir le processus d'enseignement en intégrant l'IA avec des outils qui vont être élaborés pour ça. D'accord, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme remarque? Au-delà des commentaires qui sont dithyrambiques, hein, merci Bernard, encore bravo. Jean-Michel parle d'accompagner les processus, développer le sens critique, c'est en effet essentiel, hein, on est d'accord. Merci pour la recherche. Donc l'IA est une nouvelle drogue, c'est ce que nous dit Emmanuel Rancourt, à utiliser avec modération. Auriez-vous des signes d'excès typiques pour aider à prévenir les overdosés? Quelle question. Oui, alors moi j'ai une remarque c'est pour ça que je vous ai parlé des sanctuaires, hein, pas parce que je pense qu'il faut être avoir une vision trop ayatolesque de la situation en coupant tous les robinets. Mais je pense que quand on est chercheur et qu'on se dit, tiens, ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai pas lu un article de 30 pages, c'est le signe, hein. Bon, on n'est pas tous chercheurs autour de l'écran, hein, mais un bon article, il faut 3 heures pour le lire, hein, et c'est ce temps-là qui permet vraiment de le comprendre, de l'analyser, etc. Et je pense que certains collègues, quand je leur dis ça, et moi-même aussi, bah, ils disent, ça fait combien de temps que tu n'as pas passé 3 heures sur un papier, enfin sur écran, hein, parce que ce n'est pas des papiers, mais à décortiquer un concept. Ça fait combien de temps que tu n'as pas passé 2 heures pour un informaticien à débugger ton programme informatique? Ça, c'est peut-être des signes que l'on a commencé à défausser beaucoup de choses derrière. Et ça me paraît être effectivement
peut-être le premier point critique. Et puis de discuter en anglais, hein. Moi, je me suis aperçu qu'effectivement, j'ai pas un anglais extraordinaire, comme beaucoup de Français. Oui, Philippe Brunet, c'est sympa d'être venu. Euh, voilà, quand on voit que l'anglais il sort pas suffisamment rapidement, c'est peut-être qu'on a un petit peu trop utilisé DeepL et les autres. Donc ces signes, ça peut être des symptômes pas d'une overdose, mais d'une consommation un peu excessive et qui commence à détruire les fondements. Absolument. Alors, on a des belles, tu verras, des belles interventions, revenir à la nature, faire des cours à la campagne et quitter les amphis et les salles de cours. Plutôt sympa. Oui. Philippe, évidemment, que tu connais. Pascal, je m'intéresse à faire grandir le collectif humain des DSI. Et votre propos, Bernard, vient accentuer ce besoin à le rendre encore plus légitime. Bravo. J'ai vu Chantal aussi, Grandchamp, qui a fait un commentaire aussi très intéressant. Oui, là, ça pleut, là. Mohamed, merci pour la présentation. Ouais, t'es plus qu'inspirant. L'IA Optimise, le chef de projet Humanis. Comment profiter de l'IA pour avoir un collaborateur plus performant et pas paresseux? Bah oui, c'est tout le sujet. Mais écoute, comme on arrive à la fin de ce Hmm. webinaire, bah, je tiens effectivement une nouvelle fois au nom de tous et toutes présentes bah, te remercier, hein. On était près d'une soixantaine là en ligne. En plus, je rappelle des gens qui ont des connexions multiples, hein. Ça va faire une petite centaine parce que je sais que certains te regardent à 10 ou à 12 ou plus. Juste pour vous rappeler les prochains webinaires avec Olivier Gourmand, ce sera cette fois-ci l'Amérique du Nord qui sera de nouveau représentée, l'agilité, robustesse et IA, piloter les organisations dans l'incertitude. Beau sujet aussi. Loïc Carniche qui va nous Mhm. parler des dirigeants face à l'intelligence artificielle, décider sans être expert, ouais, qui n'est pas forcément simple. Et puis Boris Motilevski qui interviendra sur la sécurisation de l'IA agentique, mission impossible, point d'interrogation. Écoutez, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter évidemment nos intervenants en direct, hein, c'est bien ça le but. Si vous voulez en savoir plus, sensibiliser, acculturer vos décideurs, trop de projets à prioriser, difficultés à structurer vos stratégies, n'hésitez pas. On est là aussi pour vous aider. Et en tout cas, un grand merci et à très vite. Merci Bernard. Merci, au revoir à tous.